RCJ Midi, Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Au programme de cette édition, la situation en temps réel en Israël avec notre correspondante présente sur place, Cathy Bisraor. Également dans ce RCJ Midi, le billet d'humeur de Patrick Klugman, la chronique tech de Stéphane Zibi et le témoignage de Galit Dan Jaoui, une franco-israélienne dont 5 membres de la famille ont été pris en otage par le Hamas. Et puis à 12h25, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, sera au micro de Laurence Goldman. Voilà donc pour le programme de ce RCJ Midi que l'on débute tout de suite par le journal. Le journal. C'est une scène d'horreur dans le kibboutz de Kfar Aza, attaqué samedi par le Hamas et resté sous son contrôle jusqu'à lundi. On apprend que des femmes et des enfants ont été décapités à l'intérieur de leur maison désormais brûlée. Les soldats ont dénombré pas moins de 40 enfants, dont des bébés. Certaines estimations parlent de 200 morts uniquement dans ce kibboutz. Des roquettes ont été tirées sur la ville de Sderot. Une école et 3 résidences privées ont été touchées. Un homme d'une quarantaine d'années a été blessé par des éclats d'obus. Les habitants de la localité doivent rester dans les abris anti-bombardement jusqu'à nouvel ordre. La barre des 1200 morts a été franchie ce matin côté israélien, avec également plus de 3000 blessés et une cinquantaine d'otages. La chaîne publique israélienne Cannes annonce l'ouverture d'une nouvelle chaîne de télé qui diffusera tout au long de la journée les noms des victimes des massacres du Hamas. Les États-Unis et Israël ont planifié ce matin l'évacuation de la population civile vers l'Égypte. En attendant, un premier avion américain transportant des munitions a atterri en Israël. Joe Biden a également prononcé hier un discours dans lequel il a martelé que l'État hébreu avait le droit de se défendre face, je cite, au mal à l'état pur. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié ce matin d'acte de guerre l'attaque du Hamas contre Israël. Elle a également réaffirmé le soutien de l'Union européenne à l'État hébreu en soutenant pleinement son droit à se défendre. Alors que 1000 touristes français sont toujours bloqués en Israël, Air France enverra demain un avion spécial de rapatriement, mais se dit réticente à en envoyer d'autres. Des négociations seraient en cours avec le gouvernement. En attendant, certains ressortissants n'ont nulle part où dormir et d'autres sont en urgence médicale. En France, Gérald Darmanin et Gabriel Attal étaient ce matin en déplacement dans une école juive à Sarcelles. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que plus de 20 personnes ont été interpellées depuis samedi et que 500 lieux sont désormais protégés par 10 000 policiers et gendarmes. C'est très important que tous les Français de confession juive sachent qu'ils sont protégés, quel que soit le coin du territoire national, ici en banlieue parisienne, comme bien sûr partout en France. C'est une manière aussi de dire aux parents, dont on peut comprendre évidemment la prévention, puisque je rappelle que lorsque l'islamisme radical frappe, il touche aussi les écoles, et j'ai vraiment une pensée bien sûr pour le drame terroriste islamiste de Toulouse. C'est une façon de dire évidemment qu'en tant qu'église de la République, nous venons avec très grand plaisir rencontrer le personnel éducatif, les policiers et gendarmes qui font ce travail. Je voudrais rappeler que cette menace en effet n'est pas importée sur le territoire national du fait du drame terroriste qui touche Israël, mais qu'il faut faire attention. De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur avait demandé lundi aux universités de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect de la loi et des principes républicains. Des sanctions ont depuis été prises, comme la suspension d'un maître de conférence pour propos antisémites à l'université Paris-Panthéon-Assas. Un rappel à la loi a également été formulé envers un syndicat étudiant à l'école des hautes études en sciences sociales qui a publié sur X un message de soutien au peuple palestinien. Le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Thomas Portes, annonce saisir la justice après les propos du chanteur Enrico Macias. Il a appelé hier soir, je cite, à dégommer, peut-être même physiquement, le mouvement d'extrême gauche en raison de sa position sur le Hamas. Et enfin, 2 manifestations pro-palestiniennes qui devaient se tenir demain soir à Paris ont été interdites par le préfet de police de la capitale en cause des risques de troubles à l'ordre public.
Vous écoutez RCJ, il est 12h06. On se rendra dans un instant en Israël où se trouve notre correspondante Cathy Bisraor pour évoquer la situation sur place en temps réel. RCJ Midi, édition spéciale. Avec le FJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org/urgence-israël. don.fju.org/urgence-israël. Moi, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Qualibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller, l'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 €, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org, rubrique appel à projet Noé. noépourlajeunesse.org. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut national du cancer. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h08. On se rend à présent en Israël pour suivre la situation en temps réel avec notre correspondante Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Margot. On commence Cathy par faire le point sur la situation sur le terrain, donc en Israël où vous vous trouvez actuellement. Oui, alors sur le terrain, d'abord au niveau de ce qui se passe dans la zone près de Gaza, le porte-parole de Tsahal a dit que la zone était sous contrôle israélien à 98%. C'est le terme qu'il a utilisé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le porte-parole de Tsahal? Il veut dire que la plupart des terroristes qui se trouvaient encore dans la zone ont été soit éliminés, soit ont été arrêtés. Mais ce n'est pas du 100% comme on peut entendre. C'est-à-dire qu'il y a encore des terroristes qui se trouvent dans certaines localités. C'est pour cela que l'on voit ci et là, toutes les quelques heures, des altercations. Mais encore une fois, la situation est sous contrôle selon le porte-parole de Tsahal. Et à chaque fois qu'il y a un terroriste qui est repéré, il est éliminé très rapidement. Au niveau des tirs de roquettes sur le sud du pays, s'il y a eu des tirs de roquettes sporadiques ce matin contre les localités qui se trouvent au sud. Par contre, hier, il y a eu des tirs intensifs dans toute la zone centre du pays, notamment en direction de Tel Aviv. Ça a été juste même à Herzliya hier après-midi à 17h heure israélienne. Et surtout, le point le plus grave a été à Ashkelon, où il y a eu pendant 1 heure une centaine de roquettes qui ont été tirées en moins d'1 heure, avec malheureusement 2 personnes qui ont été grièvement blessées dans la zone d'Ashkelon. Le dernier point, c'est le bilan évidemment dramatique qui est donné de plus de 1200 morts du côté israélien. Et la raison pour laquelle ce bilan augmente à chaque fois, on peut demander mais pourquoi on n'avait pas ce bilan depuis le début, c'est que Tsahal rentre et les services de secours comme Zaka et comme Magen David Adom rentrent dans les Yishuvim où ont eu lieu les massacres et les pogroms et découvrent à chaque fois des dizaines et des dizaines de corps, et d'où donc ce bilan dramatique qui a augmenté encore ces dernières heures.
Est-ce qu'on se dirige, Cathy, vers une guerre sur 2 fronts ? Écoutez, c'est sûr que la question que vous me posez, Margot, c'est une des questions cruciales qui est posée ces dernières heures en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une série d'incidents très graves hier avec le nord du pays et ce matin également. Je vous rappelle que hier, des roquettes de Katyusha ont été tirées en direction de plusieurs localités au nord du pays, notamment en direction de Shlomi, qui ont fait des dégâts importants, mais heureusement pas de blessés. Mais surtout, il y a eu un tir de roquettes Kornet. Il s'agit d'un des missiles qui est détenu par le Hezbollah. Par chance, cela n'a pas touché la force israélienne qui était visée par ce tir, mais le fait que le Hezbollah ait tiré une telle arme, un tel missile, prouve que apparemment peut-être qu'ils veulent entraîner Israël en effet sur un deuxième front. L'autre incident, c'est ce matin en direction du Golan. Ça, c'est un front qu'on n'avait pas prévu, dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, mais en tout cas ce matin il y a eu des tirs du territoire syrien en direction du nord du Golan, et là également il y a eu des dégâts mais pas de blessés. Maintenant, et donc si vous voulez, pour l'instant il n'y a pas de deuxième front, c'est clair, mais il y a des incidents graves. L'espoir évidemment du côté israélien, c'est que les menaces très claires que l'on a entendues du président Biden et des États-Unis et du Pentagone contre le Hezbollah, contre l'Iran, en prévenant que les États-Unis soutiendraient 100% l'État d'Israël et n'accepterait pas une intervention du Hezbollah et de l'Iran. Est-ce que ces menaces américaines vont neutraliser le Hezbollah et l'Iran d'ouvrir un deuxième front contre Israël ? On le saura dans quelques semaines. Avez-vous connaissance, Cathy, de nouveaux détails sur l'entrée samedi matin des terroristes en Israël ? Oui, il y a, vous savez, dans le chaos qui s'est passé, évidemment, on ne savait pas tout, et à chaque minute, vous avez des témoignages qui nous permettent de comprendre un peu plus ce qui s'est passé samedi matin à l'aube à 6 heures du matin. Et un des témoignages très intéressants est celui du correspondant des affaires palestiniennes de la 2e chaîne de la télévision israélienne, de la 12e chaîne de la télévision israélienne, qui a des contacts, on le sait d'ailleurs depuis des années, personnels avec des gens du Hamas. Et ce qui s'avère, c'est qu'en fait, il y a eu 2 vagues samedi matin de pénétration sur le territoire israélien. Il y a eu en effet la vague du Hamas, qui était la vague majoritaire, où plusieurs centaines, apparemment beaucoup plus, de terroristes du Hamas sont entrés sur le territoire israélien, ont fait exploser cette fameuse barrière électronique qui a été construite depuis des années et qui s'avère n'a pas marché, est explosée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Il y a eu une 2e vague de pénétration avec des Palestiniens civils qui ont pris des armes un petit peu partout et qui sont rentrés derrière les terroristes du Hamas et qui se sont comportés apparemment encore pire que les terroristes et ont fait véritablement un massacre dans plusieurs localités. Et donc, si vous voulez, ces 2 vagues expliquent l'ampleur du drame et de ce nombre incroyable de victimes. La deuxième information que l'on a, elle vient du porte-parole de Tsahal, qui a révélé ce matin que 1000 corps de terroristes palestiniens ont été repérés et détenus, ramassés par les autorités israéliennes. Si vous entendez ce chiffre de 1000 corps de terroristes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu seulement 1000 Palestiniens terroristes qui sont entrés, mais beaucoup plus. Une partie ont réussi à partir en direction de Gaza, une partie ont été attrapés et une partie donc ont été tués. Et l'évaluation du porte-parole de Tsahal, c'est que encore plusieurs centaines de corps, c'est ce que dit le porte-parole de Tsahal, de terroristes seront découverts au fur et à mesure des recherches qui vont être faites. Et ça nous donne évidemment une image de l'ampleur de la catastrophe de cette pénétration du Hamas qui a eu lieu samedi matin. Alors du côté plus humain maintenant, Cathy, j'imagine que vous avez également entendu des témoignages très forts, très, très poignants d'Israéliens autour de vous qui tentent tant bien que mal de tenir le coup. Oui, écoutez, d'abord au niveau des témoignages, hier je vous ai raconté une histoire dramatique de ce massacre qui a eu lieu dans un des Yishuvim d'une famille. Et là, aujourd'hui, j'ai choisi, Margot, de vous donner un autre témoignage, le témoignage, en fait, de l'espoir, de l'héroïsme des soldats. Il s'agit de 5 soldats qui se trouvaient postés dans une petite localité qui se trouve à quelques kilomètres à peine de Kfar Aza et de Be'eri, où ont lieu véritablement le pogrom, le massacre.
Et là, et un des soldats a tout de suite compris qu'il y avait des terroristes. Elle a ouvert le feu. Mais elle raconte qu'ils étaient 5 soldats. Et tout d'un coup, ils ont vu, non pas 1 ou 2 terroristes, ils ont vu des dizaines de terroristes. Ils sont arrivés à les abattre les uns derrière les autres, avec très peu d'armes en fait. Et à un moment donné, des civils de cette petite localité de Kerem Shalom sont arrivés. Et donc, on a eu 5 soldats et 5 civils, des gamins de 17-18 ans se battre devant des dizaines et des dizaines de Palestiniens, mais par leur héroïsme, ils ont réussi à tenir le coup jusqu'à ce que des hélicoptères arrivent. Ça a pris pas mal d'heures, 4-5 heures, mais c'est ainsi qu'ils ont réussi à éviter un massacre dans la localité par leur héroïsme, par leur manière de se battre. Et je suis sûre que dans les heures qui vont venir, on va entendre encore des histoires et des histoires qui montrent que le bilan aurait pu être encore beaucoup plus dramatique s'il n'y avait pas eu cet terrorisme et cette réaction rapide de ces soldats israéliens. Et enfin, Cathy, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quel est l'état d'esprit et le moral des Israéliens ce matin, donc en Israël. Écoutez, d'abord, je peux vous dire, la première chose, c'est la mobilisation des Israéliens. Okay, on voit quelque chose que je crois qu'on n'a jamais vu dans toutes les guerres d'Israël. Je peux vous raconter, même dans l'endroit où j'habite, j'ai vu côte à côte sur la place centrale un Hamas, c'est-à-dire un QG qui a été créé par des jeunes Israéliens qui, il y a quelques semaines à peine, étaient en train de s'insulter les uns les autres. Les uns d'un mouvement de la droite israélienne, l'autre d'un mouvement de la gauche israélienne. Là, vous les voyez tous ensemble assis en train d'organiser, d'amener du matériel aux soldats, de la nourriture, etc., etc. Donc, un mouvement de volontariat du jamais vu, véritablement du nord au sud d'Israël. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'Israël n'est pas sous le choc. Israël est sous le choc terrible. Et à mon avis, vous savez pourquoi on est sous le choc le plus terrible? C'est qu'au début, on a dit « Ah, c'est pire que la guerre de Kippour, c'est comme la guerre de Kippour ». Après, on a dit « Ah, c'est comme la guerre, c'est pire que la guerre de Kippour parce que c'est des civils ». Après, on a dit « Ah, non, c'est pas comme la guerre de Kippour, c'est comme les pogroms de Hébron de 1929 où des Juifs avaient été assassinés ». Et vous savez, depuis quelques heures, lorsqu'on découvre ces corps de bébés massacrés, décapités, et ces jeunes filles violées, et des choses que vraiment, ce que disent les Israéliens, ce que pensent les Israéliens, c'est qu'on est revenu 200 ans en arrière, au pogrom de Kishinev, et au fait que le peuple juif n'avait pas de défense. Et c'est ça, à mon avis, qui crée le sentiment terrible aujourd'hui des Israéliens que ce qui était une sorte, si vous voulez, d'accord en fait, de protection de Tsahal vis-à-vis de la population israélienne, eh bien cette fois-ci, samedi matin à 6h du matin, ça n'a pas marché. Il y a eu des pogroms, des massacres au cœur de l'État d'Israël 2023, et ça c'est un choc qui, à mon avis, pourra prendre des années et des années avant d'être, si on peut, Birlal, le réparer. Voilà. Merci beaucoup Cathy Bisraor pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ. Il est 12h18, c'est l'heure du billet d'humeur de Patrick Klugman. Le billet d'humeur, Patrick Klugman. C'est une chronique blanche. Blanche comme les mots qu'on ne trouve pas. Car j'ai beau chercher, je vois pas. Rien de ce que nous connaissons du conflit israélo-palestinien, rien de ce que nous connaissons des guerres israélo-arabes, rien de ce que nous connaissons des guerres, rien de ce que nous connaissons du terrorisme n'est semblable à ce qui a été découvert dans le kibbutz de Kfar Aza. Des corps brûlés vifs dans leur maison, des femmes et des bébés décapités, 40 bébés décapités. Un bébé, c'est pas un soldat. Un bébé, c'est pas un Israélien. Un bébé, c'est un bébé, merde. 40 bébés, c'est 40 et quelquefois une humanité qu'on a assassinée. Je pourrais m'arrêter là. Je devrais. J'ai même pas envie de dire que le moment choisi était celui d'une fête religieuse et pour les petits Israéliens de vacances scolaires. J'ai pas envie d'ajouter que les lieux où ces atrocités ont été perpétrées ne sont pas des bases militaires, qui ne sont pas contestés par le droit de qui que ce soit, ne sont pas des colonies, sont des kibbutz. Des lieux, au contraire, où on a cherché à rendre possible l'utopie du partage de la terre et de ses fruits. On ne trouvera pas, Margot, une confrontation plus absurde, plus totale, plus absolue, que l'attaque des milices fanatiques du Hamas sur cette jeunesse qui participait à un concert pour la paix, ou contre ces familles et leurs enfants qui cultivent un idéal pacifique. Petit-fils de survivants,
président du comité français pour Yad Vashem, je ne me suis jamais autorisé la moindre comparaison entre l'actualité et l'histoire, entre les drames que nous avons connus et la Shoah. Jamais. Mais les faits sont là, et là, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Les observateurs évoqueront des massacres. Un historien, comme votre chroniqueuse, dira qu'il s'agit de pogroms au cœur du XXIe siècle et au cœur d'Israël. Le juriste devrait parler de crimes. De crimes de guerre, bien sûr. Car on oppose constamment le droit international à Israël, et parfois à raison. Mais pourquoi diable? Personne ne vient qualifier avec les mots du droit ce qui se passe sous nos yeux. J'affirme que les exactions commises par le Hamas contre la population du sud d'Israël entrent possiblement dans 8 des 26 cas reconnus comme constitutifs de crimes de guerre par le statut de la Cour pénale internationale. Je vais plus loin. Relisons la charte du Hamas, son article 6. L'heure ne viendra pas avant que les musulmans n'aient combattu les juifs, c'est-à-dire que les musulmans ne les aient tués. C'est un plan d'extermination. Si on estime que l'assaut de samedi matin obéit à sa mise en œuvre au moyen d'une attaque généralisée ou systémique, visant au meurtre, à l'extermination ou à la déportation, alors ce serait, au sens du droit international, un crime contre l'humanité qui a été perpétré. Un crime contre l'humanité, contre ceux pour qui cette notion a été forgée, et dans le pays qui leur a été donné pour que cela ne soit plus jamais possible. Never again is now, ai-je lu sur les réseaux, et si c'était vrai. Le 21 septembre 2023, dans les colonnes du Monde, le procureur spécial pour l'Ukraine, Joanne Soufi, déclarait « Pour rester crédible aux yeux des pays du Sud global, la CPI, la Cour pénale internationale, doit faire de la Palestine une priorité de sa politique pénale. » Rester crédible aux yeux des pays du Sud. Rien que ça. Donc quand on enquête sur l'Ukraine, il faudrait donc aussi un mot pour la Palestine. C'est le « en même temps » du droit international. C'est, à mon avis, peu compatible avec l'idée de justice. Mais là, un palier supplémentaire vient d'être franchi. Dès lors qu'il s'agit d'Israël, et puisqu'il s'agit d'Israël, non plus en qualité d'auteur ou de coupable désigné par avance, mais de victime, alors aussitôt, le crime disparaît et nul ne l'envisage. Circulez, il n'y a rien à voir. Moi, je cherche en vain le communiqué, le tweet de ce procureur ou de l'un de ses collègues à La Haye. Mais rien. Donc rien ne vient et rien ne va. S'il y a une chose, Margot, qui est pire que l'injustice, c'est le sentiment d'injustice. Je le dis ici. Faisons du bruit. Exigeons la lumière. Refusons de nous taire sur ce qui s'est passé à Kfar Haza et dans les localités avoisinantes. Souvenons-nous de cette injonction venue de tréfonds des temps. Par amour pour toi, ô Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas sans agir. Patrick Klugman, vous écoutez RCJ, il est 12h24. Dans un instant, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, sera au micro de Laurence Goldman. RCJ Midi, édition spéciale. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. C'est le moment d'être meilleur. Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur? Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds social juif unifié. Écoute de nos aînés, contribution à l'organisation d'événements, support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50 69 88. Un message du Fonds social juif unifié. Salut, c'est Benjamin. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans? Tu veux te rendre utile? Deviens volontaire en service civique dans une association.
Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre. Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à contactenoé@fsju.org. contactenoé@fsju.org. Avec le FSJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FSJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fsju.org/urgence-israël. don.fsju.org/urgence-israël. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h27 avant que le grand rabbin de France, Haïm Korsia, soit au micro de Laurence Goldman. Je vous propose d'écouter le témoignage de Galit Danjaoui, une franco-israélienne dont 5 membres de la famille ont été pris en otage par le Hamas. Elle est Elsa Parienté à votre micro. Bonjour Galit Danjaoui. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter sur RCJ ce qui s'est passé samedi matin ? Je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter ce qui s'est passé samedi matin ? Samedi matin, vers 6 heures, il y avait des bombardements. Il y avait un bombardement qui s'arrêtait pas. Ma fille, Noya, elle est allée dormir chez ma mère, et qui est dans un kibbutz pas loin. Et on était, moi, mon copain et ma petite fille qui a 9 ans. Et il y avait un bombardement terrible, horrible. Et d'un coup, on entendait aussi des mitraillettes. Et on était choqués. C'était un choc, un grand choc. Et à un certain moment, on était coupés, mais avant, on avait reçu des messages de ma mère et de ma fille qu'elles entendent de bruit aussi, et qu'il y a des gens qui parlent en arabe qui rentrent dans la maison de ma mère. C'était les derniers messages qu'on a reçus de ma mère et de ma fille. Et vous pouvez imaginer comment je l'ai ressenti quand j'ai été dans ma chambre forte avec une guerre tout autour de moi. Et je reçois des messages comme ça de ma mère et de ma fille. Et j'entends et je comprends qu'elles sont attaquées aussi. Votre mère et votre fille, elles étaient où ? Elles étaient au kibbutz Nir Oz. Un kibbutz qui est pas loin de Kissoufim où moi j'étais. Et à 3 heures du matin, qu'on a pu enfin sortir de la chambre forte, j'ai réalisé qu'en fait, elles étaient attaquées, kidnappées, disparues. J'ai compris ça par ma sœur, qui a survécu l'attaque à Nir Oz. Dans ce kibbutz, il y a eu aujourd'hui, est-ce que vous le savez, beaucoup de morts, beaucoup de gens enlevés. Est-ce que vous êtes en lien avec les autres familles ? Et évidemment, je suppose que vous avez eu aucune nouvelle pour l'instant depuis 5 jours. Aucune nouvelle. Est-ce que vous pouvez imaginer votre fille enlevée, votre grande fille qui a 13 ans, une fille intelligente et curieuse, qui apprend par autodidacte, qui était dans le YouTube pour ne rien penser, et tout d'un coup, un soldat du Hamas rentre dans la chambre, la prend par la main, je ne sais pas, et l'entraîne, je ne sais plus où. Et j'ai aucune nouvelle d'elle depuis. Ma mère qui a 80 ans, une femme qui prend des médicaments, elle, ma fille, et encore une dizaine, 70 à peu près, de personnes du kibbutz qui ont disparu.
mais disparus, on n'a aucune nouvelle. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les vieux et les enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec eux? Je crois que parmi les membres de votre famille qui ont été enlevés, il y a donc votre maman qui a un certain âge et qui a des besoins de médicaments. Oui. Et il y a aussi des enfants en situation de handicap. Les enfants de ma sœur, 2 enfants de ma sœur, son fils qui a 12 ans et sa fille qui a 16 ans et son ex-mari qui a été enlevé aussi, ils sont tous disparus, on ne sait pas où ils sont. On a très peur, on est très inquiets et on demande votre aide. On a besoin d'aide internationale, quelqu'un qui nous envoie des photos, un message. Je suis sûre qu'ils sont en vie, je suis sûre qu'on leur donne à manger, mais je veux savoir, je veux être encore plus sûre. Vous nous parliez du kibbutz où tout ça s'est passé. Je suppose que vous avez aussi entendu parler et vu de tous les massacres dont on a découvert l'ampleur hier. Je ne veux pas en parler, c'était horrible. Ce que j'ai entendu est tellement horrible que je ne vais même pas y penser. Moi, je consacre mes forces à ma fille et à ma mère et aux enfants de ma sœur. Et je dis, je ne peux pas, j'essaye de ne pas imaginer où ils sont et qu'est-ce qui leur arrive. Je veux juste savoir qu'ils sont en vie et demander votre aide. Et je parle à votre cœur. Imaginez que votre enfant est là-bas. Une fille de 13 ans. Une jeune fille avec les yeux bleus, avec un sourire d'ange. Qu'est-ce qu'il en lit? Je ne veux pas y penser. Galit Danjaoui, on a bien entendu votre message très poignant qu'on rediffusera aussi à nos auditeurs. On vous souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve et soyez sûrs qu'on est solidaires de tout ce qui peut vous arriver aujourd'hui en France. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Et merci à vous, Elsa Parienté. Vous écoutez RCJ. Il est 12h33. Le grand rabbin de France, Raïm Corsia, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu et vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour, monsieur le grand rabbin. Depuis 5 jours, la communauté juive de France vit dans l'effroi au rythme des informations qui nous parviennent d'Israël. On vient encore à l'instant d'entendre un témoignage terrible. Vous êtes l'un des principaux responsables de la communauté juive, une autorité morale et spirituelle dont la parole porte au-delà du cadre de la communauté juive. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur RCJ face à cette barbarie, ces massacres, cette tragédie? Quels mots pour décrire ce que nous découvrons jour après jour? Je crois qu'il y a peu de mots pour décrire ça, pour vivre, subir ce que vient de raconter cette dame, pour décrire la souffrance terrifiante que j'ai perçue dans le témoignage d'amis qui ont perdu. J'ai un ami que vous connaissez peut-être, un artiste qui s'appelle Charles Goldstein. Lui-même était un rescapé de la Shoah. Il a perdu toute sa famille en Israël. Il avait sa famille qui habitait à Kfar Aza. Je parlais ce matin, c'était assez terrible. Au fond, il n'y a pas de mots, parce que c'est impensable et on n'arrive pas à comprendre. Donc notre esprit, je crois, écrète les choses et nous empêche même de les imaginer. D'où la violence des images et des témoignages. Je crois qu'il faut lutter et je corrigerai juste une chose. Au fond, oui, la communauté juive est complètement déboussolée par rapport à ce en quoi on croit, ce qu'on espère. Mais là, j'ai ressenti la même chose chez beaucoup de nos concitoyens non juifs. Pas tous, malheureusement, mais chez beaucoup. D'abord parce que tous mes amis me disent on reçoit énormément de messages. Énormément. De gens connus, de gens importants, de gens pas connus, de gens qu'on croise et qui nous disent simplement on est avec vous. Et il n'y a pas le côté rejet qu'il y a parfois, oui, votre pays est agressé. Non, c'est humain. C'est beaucoup plus... oui, c'est beaucoup plus dans un partage d'humanité. Et
j'étais avec quelqu'un qui est formidable, qui s'appelle Pierre Veil, qui était l'ancien patron de la Sofres, qui me disait à l'instant, tu vois, moi j'ai peur de l'indifférence. Et ce à quoi on doit se préparer, c'est que quand les images de ce qui va se passer à Gaza vont être présentes dans les médias, déjà maintenant, ça commence. Moi, j'ai été sidéré d'être interviewé sur une radio et on m'a présenté un reportage à Gaza, comme si c'était ça de quoi je devais parler, comme s'il n'y avait pas ces horreurs absolues qui reposent même la question du fondement d'une humanité partagée. Et je vois le jeu d'équilibriste que certains vont jouer. Bon, ben là, il y avait ça, là, il y a ça, donc nous, on s'en lave les mains. C'est ça, l'indifférence dont me parlait Pierre Veil, ce risque majeur de notre société. On doit être absolument solidaire de la population israélienne qui a tout fait depuis des années pour essayer de faire la paix et qui doit maintenant prendre conscience qu'elle doit éradiquer le Hamas, point. Il n'y a pas de tergiversation. Éradiquer le Hamas, ça veut dire d'abord, première chose, libérer les Palestiniens qui vivent sous l'oppression quotidienne du Hamas. Une fois qu'il y a ça, une fois que on ne joue plus à garder un tel danger à côté de soi, alors on peut envisager la suite. Mais là, on est dans le temps du deuil, oui, de la sidération, et je crois que la force du peuple juif, c'est d'avoir toujours su rêver, même quand c'était insupportable. Regardez le roi David. Je fais ce que je fais pas souvent ici. Quand même, le roi David, dans les psaumes, nous dit des choses assez incroyables. Des profondeurs, je t'invoque, Seigneur. Les profondeurs de l'âme humaine, les profondeurs de la déroute de toute humanité, des profondeurs du mal absolu. Je t'invoque pour nous ramener, justement. Et moi, je me dis, il y a un risque majeur, qui est un risque qu'on appelle l'effet Lucifer. Et jamais Israël ne se mettra à leur niveau pour faire aux populations civiles ce que ces barbares ont fait. Jamais. Vous poser. Jamais. C'est tout l'enjeu là pour Israël aujourd'hui, répondre à la haine en gardant notre boussole juive, notre éthique juive. En gardant une âme. Et les soldats israéliens, moi je me rappelle Yitzhak Rabin, je commence à être vieux. Je me rappelle Yitzhak Rabin, qui avait reçu une délégation du consistoire en 1988. Et le grand bain de France et le président du consistoire, c'était le grand bain Citruc et le président Jean Kahn m'avaient demandé, j'étais le plus jeune rabbin à l'époque en France, ils m'ont dit allez, de venir avec eux, j'étais venu avec eux. Très impressionné de voir toutes ces personnalités historiques. Et Rabin avait dit, 88 c'est la première intifada. Rabin avait dit, je pourrais régler ça en 3 jours, mais ce sont nos considérations éthiques qui nous empêchent de le faire. Et moi je suis admiratif de la société israélienne qui, malgré les circonstances, préviennent les habitants à Gaza, nous allons taper tel endroit, tel immeuble. Malgré tout, ils gardent leur âme. Et moi, je me dis que c'est un appel pour nous à savoir garder notre espérance, à ne pas éteindre cette petite flamme qui a tellement vacillé de l'espérance. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez reçu des messages de soutien de la part de non-juifs, vous l'avez dit, notamment de la part du président de la conférence des évêques de France. Vous avez publié cette lettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que les responsables d'autres cultes en France vous ont appelé, vous ont contacté, se sont rapprochés de vous? Oui, évidemment, oui. Et nous avons fait une déclaration commune, tous les cultes. Et c'est vrai que c'est difficile parce là, que... depuis lundi, vous avez fait une déclaration commune. Oui. Donc avec chrétiens, musulmans... Oui, tous les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, bouddhistes et juifs. Une déclaration qui peut avoir ses manques, mais qui est là et qui dit qu'il y a des choses qui ne sont jamais admissibles. C'est-à-dire que là, on a revu la déshumanisation absolue. Qui va vous entendre, monsieur le grand rabbin? Certainement pas les dirigeants. Notre enjeu, c'est que la population en France entende que nous sommes ensemble. Qu'à un quart. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est, dans le débat, par exemple, sur doit-on subventionner ou pas subventionner l'autorité palestinienne, Gaza, est-ce qu'on peut admettre, par exemple, que pour produire cette haine et cette négation de l'autre, ça s'est inculqué depuis les livres d'école.
Donc il faut que, à mon avis, l'Union européenne et tous les pays qui aident cette zone, qui aident les Palestiniens, mettent des conditions sur leur aide de sorte que on ne produise pas cette inhumanité. On peut pas... Parce que si on aide, c'est que nous sommes responsables. L'Union européenne a décidé finalement de ne pas couper les aides financières aux Palestiniens. Mais de les conditionner à un véritable contrôle, ce qui serait bien la première fois. C'est-à-dire qu'en gros, pardon de vous dire ça, jusqu'à maintenant, l'Union européenne payait à fond perdu en disant on donne en fait une sorte de façon d'entretenir ça, mais pas de soigner aux racines le mal de la haine et du rejet. Parlons à présent de sécurité, puisque nous, les Juifs de la diaspora, nous sommes encore et toujours des cibles pour les terroristes et les ennemis de la liberté. Vous étiez ce matin à l'école Ozar Torah de Sarcelles avec le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, et celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Que pouvez-vous dire, Chaim Corsia, aux parents qui nous écoutent en ce moment sur RCJ? Quelle réponse aux inquiétudes légitimes des familles? Le ministre a tout de suite pris la mesure. Il faut dire que dès samedi matin, il a pris des mesures pour les synagogues. Les écoles juives étaient fermées, donc on a attendu la rentrée. On a vu quelques trous dans la raquette du dispositif. Et le ministre de l'Intérieur, avec le ministre de l'Éducation, sont venus tous les deux, avec les responsables des comités juifs de France, pour revoir ce dispositif et vraiment engager toutes les forces de police à faire ce travail vital pour nous, pour le sentiment de sécurité et pour la réalité des risques potentiels. Alors bien sûr, il y a un travail en amont qui est fait, mais il y a une maman qui a dit, enfin une des responsables de l'école a dit qu'il y a des mamans qui ne voulaient pas encore amener leurs enfants à l'école, qui ne l'ont pas fait hier, comme une sorte d'attente, de peur, qu'est-ce qui va se passer. Alors que dites-vous à ces parents? Je comprends cette crainte. J'avais une partie de mes enfants étaient à l'école juive et je me souviendrai toute ma vie de ce 19 mars 2012 avec l'assassinat des enfants de l'école Ozar Torah. Mais l'école n'était pas protégée à l'époque. Aujourd'hui, toutes les écoles juives sur le territoire français sont protégées par la police. Il y a actuellement, c'est le chiffre qu'a donné le ministre ce matin, plus de 500 points de protection de la communauté juive qui sont assurés. 500 points, c'est-à-dire les écoles, les synagogues, des offices, et les lieux où il y a des communautés. Maintenant, et ça sera des présences fixes ou bien... Pour les écoles, c'est plus simple. À la rentrée, le matin, et le soir quand les enfants repartent. Les lieux de culte, les synagogues, les bâtiments, voire les commerces. Alors voilà, c'est donc les endroits où il y a la population juive, et ça c'est le travail de Vigipirate qui est plutôt bien assuré. Vous en avez parlé avec le ministre de l'Intérieur. Et on lui a montré le dispositif que nous avons de protection des synagogues avec le responsable du SPCJ. On va étendre ce dispositif pour pouvoir anticiper. Il ne faut pas oublier que le SPCJ fait un travail incroyable et que s'il n'y avait pas eu cette protection, je pense qu'on a vu des cas, par exemple, à Copenhague, c'est grâce à la personne, l'équivalent du SPCJ, la protection interne de la communauté, qu'il n'y a pas eu un massacre dans la conférence, d'ailleurs, où notre ambassadeur était. Chaim Corsia, la situation au sein des universités est également très tendue avec plusieurs incidents à signaler depuis lundi. On ne va pas y revenir, on en a suffisamment parlé sur cette antenne. Sur RCJ ce matin... Non, on veut revenir. Moi, je veux revenir dessus. Je voulais vous faire réagir une déclaration de Samuel Le Joyeux, le président de l'UEJF. Il a parlé ce matin de l'inquiétude extrême des étudiants juifs de France aujourd'hui. Moi, j'ai appelé 2 présidents d'université où des faits se sont produits. Il y a eu d'abord tout de suite une condamnation, une suspension d'un professeur. Ça, c'était à Assas. C'était à Assas, immédiate. Le soir même, j'ai appelé le président, il me dit voilà ce que je vais faire demain, parfait, c'est réglé. En tout cas, c'est un coup d'arrêt. On ne peut pas, parce que là, c'était sous un angle moqueur, c'était une forme de violence ajoutée à la violence. Vous voyez, violence symbolique des mots ajoutée à la violence et à la tristesse des élèves, c'était inadmissible. Mais lorsque, par exemple, à l'université de Paris-Dauphine, des étudiants arrivent avec des drapeaux palestiniens sur le dos... Il y a eu un étudiant, j'ai parlé au président de Dauphine. Il a fait une déclaration, je trouve, très juste sur la situation en Israël. Ensuite, il y a eu un étudiant qui l'a convoqué et qui l'a arrêté. Le fait est que la loi dans les universités est différente des écoles. Donc il m'explique, si je vais faire une procédure de renvoi ou quelque chose parce qu'il avait un drapeau,
je vais me faire retoquer parce que juridiquement, je ne peux pas. Donc, en fait, le principe de neutralité qui est celui de l'école n'est pas le même à l'université. Mais il a rappelé toutes les organisations. Mais j'ai fait un constat avec lui. À Harvard, il y a 34 associations pro-palestiniennes. À Dauphine, il n'y en a aucune. Il y a un élève qui a fait ça. Maintenant, là où Samuel Le Joyeux a raison, c'est qu'il y a cet antisémitisme plus diffus, qui est dans le rapport les uns aux autres. Quand vous avez, par exemple, un groupe d'une dizaine d'étudiants qui vont arracher le t-shirt d'un élève, comme ça, parce qu'il est juif. Là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ? C'est de la violence. C'est le rejet. C'est ce sentiment de ne pas faire partie de l'ensemble de la communauté des étudiants. En tout cas, les réponses des deux universités que vous citez ont été ce qu'il fallait, et très rapidement. Maintenant, j'espère que ça a été comme un coup d'arrêt. On n'acceptera rien qui déroge à la loi, rien. Mais moi, j'ai demandé qu'il y ait une forme de fermeté, un rappel des règles, et un rappel de la décence, oui. La décence, par exemple, c'est sur quand... des campus comme l'université de Lyon 2, où il y a eu cette conférence la semaine dernière. Ouais, vous me parlez de Lyon. Sachez que Lyon, c'est la seule ville comment on où protège il y a eu nos étudiants. trois demandes à Lyon, mercredi, jeudi, vendredi, 3 demandes de manifestations pro-palestiniennes qui ont toutes été interdites par le préfet, les unes après les autres. Il y en a qui se sont tenus quand même. Alors, il y a une, mais ils ont été bloqués, arrêtés, c'était assez peu. Mais c'est un risque. Donc, à Lyon, il y a probablement un vivier, comme par exemple, il y a des villes en France où on sait que le BDS est très actif. Voilà pourquoi les communautés locales, et c'est l'engagement du consistoire, à faire en sorte que partout, les relais qui sont les nôtres, et ça, chaque fois que le président Licorchen, nous allons dans les communautés, on rappelle que notre capacité à agir sur l'ensemble du territoire, ce sont nos communautés locales. Et je pense à Montpellier, par exemple, ou Toulouse, où il y a aussi un bureau de BDS très actif. Il y a des enjeux nationaux à défendre, et l'image d'Israël et l'image du judaïsme. Une dernière question, monsieur le grand rabbin. Un rassemblement de prière s'est tenu hier soir à la grande synagogue de la Victoire et vous avez appelé avec la conférence des rabbins européens la tenue d'une prière simultanée des Juifs du monde entier pour nos frères et sœurs d'Israël. Ça va se concrétiser ? Non, ça s'est fait hier, si vous voulez. On a repris, en fait, on s'est rendu compte... Toutes les communautés juives du monde entier ont prié en même temps hier soir. Oui, parce que, au départ, dans l'émotion du moment, je dis, il faut qu'on fasse un moment de prière. C'est comme ça que les Juifs ont toujours agi. Et pour se, je dirais, réarmer moralement. Et donc, j'ai vu avec le grand rabbin d'Europe, Pinchas Goldschmidt. Mais je me suis rendu compte que le grand rabbin d'Israël avait lancé une initiative en demandant à tout le monde de le suivre. Et il n'était pas question qu'en ce moment, surtout, on fasse une autre date que ce qui s'est fait en Israël. Donc, on s'est plugué, je dirais, aligné sur... sur la cérémonie israélienne, même s'il y avait un petit décalage. Je me suis rendu compte que 19h30, c'était pas 19h30 chez nous, 19h30 en Israël. Mais je trouvais important qu'on prie tous ensemble et qu'il y ait cette façon de dire nous gardons notre confiance en Dieu et nous gardons malgré tout notre confiance en l'homme. La pire des choses serait que ces barbares nous entraînent avec eux. Et je vous assure, j'ai été surpris hier, par exemple, et je le comprends. Mais j'étais surpris d'entendre le porte-parole de Tsahal. Donc, il était interviewé sur une chaîne où je devais être BFM, parler de vengeance. Moi, j'ai appris que les militaires n'ont pas de vengeance. Ils appliquent une mission. Et je pense qu'il faut être terrible, je crois, dans l'éradication du Hamas. Mais l'esprit de vengeance ne permet pas de voir les choses. Et c'est ces mots-là qui me font peur. Jamais le peuple juif, où qu'il soit, et évidemment en Israël, ne doit perdre son âme. Et son âme, c'est l'espérance, c'est l'humanité. J'ai cité hier, mais je veux vous le redire aujourd'hui, une phrase qui m'a toujours bouleversé, de Golda Meir, au moment où elle reçoit Sadat à Tel Aviv. Elle n'est plus Premier ministre, mais elle est sur le tarmac de l'aéroport et elle l'attend. Et elle lui dit, Monsieur le Président, nous pourrons vous pardonner un jour d'avoir tué nos enfants, mais nous ne pourrons jamais vous pardonner de nous avoir obligés à tuer vos enfants. Donc, jamais Israël ne s'abaissera à ces comportements. C'est pour ça que ça me révulse
quand j'entends une sorte de mise en équilibre. Oui, c'est vrai que c'était pas bien ce qui a été fait, mais regardez ce qui est fait à Gaza. C'est tellement différent. C'est horrible de mourir sous les bombes, mais c'est tellement différent que cette population est utilisée par le Hamas comme bouclier humain. Elle est niée, elle aussi, par le Hamas. Et donc, il faut qu'Israël libère le monde du Hamas. Merci, Monsieur le Grand Rabbin de France. Merci, Chaim Corsia, d'être intervenu ce matin avec nous sur RCJ. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous, Laurence Goldman. Vous écoutez RCJ. Il est 12h51. Dans un instant, ce sera la chronique Tech de Stéphane Zibi. RCJ Midi, édition spéciale. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Retrouvez dès maintenant la nouvelle série documentaire de RCJ, Copernic, l'attentat, le procès, de Victoria Géraud-Velmont et Laurence Goldman, sur radio-rcj.info ou sur toutes les plateformes d'écoute. On a été les oubliés et les silencieux. Vous devinez bien évidemment qu'il y a des enjeux qui vous échappent et qui sont bien plus qu'une simple mort sur un trottoir dans Paris. Rendez-vous sur radio-rcj.info ou sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour, c'est Marc Wielinski. Je vous retrouve un vendredi sur deux, de 12h à 13h, pour l'Air du Temps. L'Air du Temps, la nouvelle émission d'analyse et d'actualité en direct sur Radio RCJ. Décryptage, débat, commentaires avec nos chroniqueurs. L'Air du Temps, c'est vendredi à 12h. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h53. On va terminer cette édition avec la chronique Tech de Stéphane Zibi. Tech, Stéphane Zibi. Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup, nous avons été sonnés. Sonnés ce samedi de voir ces attaques du Hamas qui vont au-delà des requêtes malheureusement habituelles qu'on avait tendance à banaliser car le dôme de fer est là. Des hommes armés sont entrés par la mer, par les airs, par la terre, comme si la frontière était devenue une passoire sur le territoire israélien et ont procédé à des massacres, à des kidnappings. Cette triple attaque de roquettes, au nombre aussi inédit, terrestre et maritime, s'ajoute à une autre bataille qui se lance sur les réseaux sociaux, celle de la communication. D'un côté, les vidéos des civils touchés qui alertent montrent de façon sobre plutôt ce qui se passe sans trop savoir quelle est la réalité globale à cet instant. D'un autre, celles publiées par les comptes palestiniens qui sont tout autres. Ces images effroyables, d'une dureté inédite, ont commencé à se multiplier sur X, montrant de façon brute et sans filtre ce qui se passe dans les villes du sud du pays. Maintenant qu'Elon Musk a ouvert les vannes laissant la place à la liberté d'opinion, nous avons malheureusement une première illustration de ce qu'est devenu Twitter, à savoir X. Les vidéos postées par des comptes d'Israéliens vivant dans ces villes et se sont mêlés des anciens civils se sont mêlés avec d'autres sur le réseau d'informations venant de comptes liés aux terroristes du Hamas. Le faux du vrai, le vrai du faux et notre propension à diffuser telle ou telle image, souvent trop rapidement, sans vérifier l'origine, sont devenus donc des armes. On y voit des femmes avec des enfants pris en otage, emmenées de force pour servir de bouclier humain, des corps nus de soldats israéliens, des femmes comprises, rouées de coups, puis lynchées, des kibboutz occupés et aux mains de terroristes qui s'apprêtent à kidnapper ses habitants, ou enfin cette rêve pacifique qui se transforme en pogrom. L'horreur succédant à l'horreur, le tout dans l'impensable et l'inimaginable. À chaque repost de ces images et de ces vidéos, cela correspond à une victoire pour les terroristes. Leur objectif est là. Ce qu'ils veulent, c'est de montrer qu'Israël a été touché durement, qu'ils ont réussi à déstabiliser le pays. Ces diffusions, ces likes, ces commentaires galvanisent leurs partisans à travers le monde, rendant plus massif ce qui semblait être pour eux déjà une victoire. Depuis, en appliquant tout d'abord les consignes des autorités israéliennes de ne pas diffuser quelque image ou vidéo qui n'aurait pas été sourcée, les choses ont déjà bien changé. Tsahal, comme sur le terrain,
terrain a repris la main et avec une certaine force. Les publications se multiplient sur Instagram et sur X principalement. Nous sommes dans une bataille de l'image. Les voyages de presse dans le kibboutz où le pogrom a eu lieu en particulier sont organisés. Les chaînes diffusant en quasi temps réel sur les réseaux sociaux ce que leurs journalistes ont vu. Les stories sur Instagram se succédant tout de suite après, comme une évidence, une à une, et montrant des images et des vidéos évoquant ces 40 bébés retrouvés dans ce kibboutz situé à 800 mètres de Gaza. Tsahal, en communiquant ainsi, en montrant l'horreur et la barbarie, a repris la main sur les réseaux sociaux comme sur le terrain. Après la surprise de l'attaque et les constats du premier jour, il faut en sorte que l'autre camp ne puisse plus réagir. Cette guerre se gagnera bien entendu militairement avec des armes, des avions, des bombes et des soldats, mais aussi avec nos smartphones. Je voudrais juste dédier cette chronique à Nathan Hay Ben Sarah Liar, qui est mort au combat en héros. Merci beaucoup Stéphane Zibi, vous écoutez RCJ. Il est 12h56, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez Objectif Santé présenté par Karen Tayeb. Voilà donc pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ. RCJ Midi, édition spéciale.